Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Lacasse-Belzile de Lacasse et Associés. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Pierre-Paul, on aborde un sujet particulier aujourd'hui. Je dis particulier. Ça doit être des sujets... Ils sont tous particuliers. Oui, c'est ça. Ils ont tous quelque chose de particulier, effectivement. Mais cette fois-ci, on va s'en aller dans un peu plus dans le milieu carcéral, là. Oui, effectivement, c'est un cas qu'on rencontre quand même assez, je veux pas dire fréquemment, mais tu sais, c'est quand même, ça fait partie de la vie. Hein. Il y a des gens qui se font emprisonner pour toutes sortes de raisons. Fait que je voulais parler du cas de Donald. Ce cas-là, c'est un cas quand même récent, mais dans le temps, en fait, quand il y avait eu l'opération Écrevisse, que probablement plusieurs personnes se souviennent, oui. On avait effectivement eu plusieurs dossiers de gens qui avaient été pris là, avec trafic de stupéfiants et toutes sortes d'autres charges. Il y a un élément important à comprendre quand on est accusé de ces charges-là. Il y a de la prison, il y a des dettes qui viennent suite à ça aussi, parce que les gens ont souvent des gros frais d'avocat. Et aussi, toute la question du produit de la criminalité, hein, parce que si il y a eu des analyses qui sont faites, puis qu'on est déclaré coupable d'avoir fait du trafic de stupéfiants, mais normalement on a fait de l'argent avec ça, et donc on a fait des ventes qui sont non déclarées au gouvernement, donc on a fait un revenu non déclaré, donc le gouvernement cotise ces revenus-là. Donc on peut se retrouver assez rapidement avec 200, 300, 400 000 $ d'impôts à payer. Oui. C'est pas des petits montants habituellement là, lorsqu'on est dans le crime organisé ou dans ce type d'infraction-là. Là. C'est ça. Fait que là, les gens se retrouvent avec des dettes qui sont très, très grandes. Donc, on avait, et à la base, ce genre de dettes-là, des dettes produits de la criminalité, donc tout ce qui est pénal, criminel, ce sont des dettes qui ne sont pas libérables, évidemment, en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Parce que sinon, les gens pourraient faire des crimes, se libérer de leurs dettes en faisant faillite. Donc, c'est pas l'objectif. Par contre, on avait eu des discussions avec Revenu Québec, Revenu Canada, quand on avait eu plusieurs dossiers suite à l'opération Écrevisse pour essayer de jaser de façon plus globale d'une situation comme ça. Parce que si on essaye de suivre le raisonnement, quand les gens ils sont pris pour des crimes comme ça, puis qui ont des grosses cotisations d'impôts à payer, c'est quoi la seule façon de payer 300 000 – 400 000 d'impôts pour ces gens-là? C'est de retourner dans le crime. Parce que c'est la seule façon qu'ils vont être capables d'aller générer assez de revenus pour payer ça. On se comprend? Eh mon Dieu. Là, on est pris dans une loupe, là. Exactement. Si tu ne retournes pas là, tu vas être pris pour avoir de l'impôt, 300 000 $ d'impôt, là, des choses de même qui sont énormes. Wow! C'est ça. Fait qu'il faut trouver des solutions. Donc souvent, dans les conditions, notamment les conditions de libération conditionnelle et tout ça, il faut démontrer qu'on a des très, très bonnes chances de s'en sortir, qu'on est bien accompagné, qu'on a réglé nos dettes et ce genre de choses-là. Et c'est malheureusement impossible de faire cette démonstration-là si on a 300 000 – 400 000 $ d'impôts. Donc, on a eu des discussions avec le gouvernement à ce moment-là pour expliquer que, s'il y avait une faillite, on est conscient que ces dettes-là ne seraient pas libérables, mais que ça serait dans l'intérêt des gens, de la société en général et de leurs conditions de libération pour que ces dettes-là ne soient pas attaquées, on va dire, par Revenu Québec, Revenu Canada par la suite comme étant une dette non libérable. Donc, on avait eu ces discussions-là dans le passé. Il y avait une ouverture, il n'y avait rien de promis. Donc, par contre, c'est ce qui s'est passé. Ces gens-là, plusieurs ont fait faillite et se sont libérés de ces dettes-là d'impôts. Donc, ça peut avoir l'air injuste comme ça, mais il faut comprendre la situation dans son ensemble. C'est-à-dire que il n'y a pas d'autre façon. C'est pas vrai qu'en allant travailler, en gagnant 3 000 $ par mois, que ces gens-là, en sortant de prison, vont être capables d'aller rembourser ces dettes d'impôts-là. Donc, c'est impossible. Fait qu'il fallait trouver d'autres solutions. Donc, c'est un petit peu la situation qui s'est faite avec Donald, qui n'est pas un cas de l'opération Écrevisse, qui est un cas plus récent. Produit de la criminalité, des dettes d'impôts, beaucoup. On ne parlait pas de 300 000 quand même là, dans ce cas-là. Mais l'idée derrière cette situation-là, c'est que Donald, c'était un foreur qui travaillait dans le Nord et qui avait des bons revenus. Et un moment donné, comme malheureusement plusieurs dans la culture de ce genre de travail-là, ça leur prend à certains moments, quelquefois, des stimuli pour être capable de travailler des jobs qui sont pas faciles, qui sont des longues heures, etc. Il y en a plusieurs, malheureusement, qui ont recours à prendre la drogue. Et à un moment donné, ça coûte cher.
faire. Donc, une autre façon de se faire de l'argent, c'est de vendre la drogue. Donc, finalement, c'était un cercle vicieux que Donald est embarqué dedans pour finalement avoir se faire prendre, évidemment, avoir des dettes d'impôt et avoir des dettes sur les cartes de crédit, des prêts, tout ça, qui étaient reliés notamment au paiement de ses avocats. Donc, et aussi, quand on est dans ces situations-là, on se fait saisir tout ce qu'on a pu acheter avec l'argent qui provient de ces ventes, de ces revenus illicites-là. Donc, saisie de véhicules de sa conjointe qui avait été acheté avec cet argent-là selon les enquêtes qui avaient été faites. Donc, toute cette dynamique-là fait que Donald se retrouve en prison, a des dettes et on a utilisé une stratégie semblable en parlant avec les forces de l'ordre sur l'importance de pouvoir le libérer de ces dettes-là, des cotisations qui arrivaient du gouvernement pour qu'il puisse être réhabilitable avec toutes sortes d'autres conditions, évidemment. Le sortir du milieu qui était, on va dire, toxique, donc se trouvait à gagner des revenus beaucoup plus bas en sortant de prison, mais on a pu régler en faisant faillite quand même ses dettes dues à ce passé-là qui était houleux. Mais il fallait évidemment le sortir de la situation qui était des gros revenus, donc il fallait être en mesure de le libérer de toutes ces dettes-là qui étaient liées entre autres, au trafic de stupéfiants. Là. Fait que c'est le genre de cas qu'on a quelquefois, qui est quand même particulier, qu'il faut quand même mentionner les risques à ces gens-là. Hein. C'est pas des automatismes qu'on se libère de dettes non libérables. Il y a toutes sortes de critères et il y a des incertitudes et dans un cas comme ça, on le fait dans l'intérêt de Donald et dans l'intérêt de la société pour sortir quelqu'un du crime. Là. Advenant le cas que la personne en question se trouve à redonner l'argent qu'elle a gagné, mettons qu'elle a fait 300 000 une année et qu'elle dit, moi, je rembourse cet argent-là, est-ce qu'elle est encore imposable sur ce montant-là? C'est une bonne question. La différence entre avoir fait l'argent et le redonner, ça pourrait facilement être débattu auprès de Revenu Québec, mais dans la réalité, je vous dirais que personnellement, ça m'est jamais arrivé parce que ces gens-là, malheureusement, si on ont vendu cet argent, si on fait des revenus comme ça, l'argent est tout dépensé. Là. A été dépensé soit en drogue ou en l'achat de certains biens. Donc, malheureusement, cette situation-là est plutôt théorique parce que personnellement, ça m'est jamais arrivé. Là. C'est une situation qu'on ne rencontre pas ou à peu près pas. C'est ça que ça veut dire littéralement. Ouais. Okay. Les gens le dépensent à mesure. Et aussi ces gens-là qui sont en prison, on fait des suivis avec eux. Hein, que s'ils sont toujours incarcérés, on a des possibilités de les rencontrer en prison, soit par vidéoconférence ou en personne quand ils sont à la prison d'Amos. Dépendamment de la situation, là, dépendamment où ils sont. Et on leur donne les mêmes chances que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire formation sur la gestion financière. On va les aider à se rebâtir financièrement aussi et pour que ça fasse partie de leur réhabilitation là, financière et avec tout le reste. Là. Le départ du remboursement ne se fait pas durant le temps qu'ils sont incarcérés parce qu'à ce moment-là, leur revenu est quand même relativement faible. Là. Je dirais que ça dépend, mais effectivement, c'est sûr que s'ils sont en prison, ils n'ont pas de revenus. Donc, et tout a été saisi par la GRC et tout ça. Donc, qu'est-ce qui arrive typiquement, c'est soit qu'ils les règlent pendant qu'ils sont en prison, mais que c'est des membres de la famille qui payent les minimums prévus par la loi pour aider la personne. Donc, des fois, le père de la personne, le conjoint de la personne va payer des montants, mais on se comprend que quand les gens n'ont pas de revenus, pas d'actifs, les frais pour faire faillite sont vraiment pas très élevés. Là, on peut parler de 1800 $. Donc, c'est des montants que les gens payent à 150, 200 $ par mois pendant quelques mois. Ils sont libérés. Donc, souvent, ils vont avoir de l'aide s'ils sont en prison. Et sinon, des fois, ils attendent effectivement d'être sortis de prison pour avoir un revenu. Et là, à ce moment-là, leur paiement est basé selon leur revenu parce qu'on se rappelle, en faillite, le paiement de quelqu'un est basé sur la valeur de ses actifs et le montant de revenu qu'il a basé sur son nombre de personnes dans l'unité familiale. Il y a beaucoup d'impondérants dans ce sens qu'on ne sait pas ce qui va se passer lorsque la personne va sortir de prison. Va-t-elle avoir un bon emploi ou va-t-elle avoir un emploi un peu moins rémunérateur? C'est vraiment un dossier particulier là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'inconnus là, dans ce dossier-là, sur le long terme ou sur le moyen terme à tout le moins. Oui, puis on s'attend, parce que pour les cas que j'ai vécu personnellement, on s'attend que les gens aient plus de difficultés à se trouver un emploi, évidemment. Hein, c'est pas tout le monde qui veut engager des gens qui sortent de prison, d'une part.
D'autre part, ben souvent ils vont quitter le milieu dans lequel ils étaient, surtout si on veut des fortes chances de réhabilitation. Fait qu'effectivement, dans un cas comme ça, ben ces gens-là se retrouvent à aller travailler manuellement dans un garage où ils ont des connaissances, là, on va dire des bonnes influences qui ont une capacité de leur offrir un emploi. Donc, mais effectivement, c'est souvent des emplois malheureusement moins rémunérateurs qu'il y avait qu'avant de se faire incarcérer, là. C'est particulier, c'est vraiment particulier comme cas, comme tel. Puis c'est généralement, si on parle de la prison d'Amos, on parle de 2 ans moins un jour. C'est quand même une période assez longue avant de commencer à rembourser s'ils sont pas là. Ça veut dire que la faillite va durer 7 ans à ce moment-là. Ou pas 7 ans, mais je dirais plutôt 6 ans. Ben, la durée de la faillite, c'est 9 mois à 21 mois pour une première faillite. Okay. Le 7 ans auquel tu fais référence, c'est le temps que ça va apparaître au dossier de crédit. Donc, ça, effectivement, ça apparaît 6 ans après la libération au dossier de crédit quand les gens font faillite, mais c'est vraiment pas... ça prend, je dirais, 2 à 4 ans à rebâtir son dossier de crédit après une faillite. Dépendamment de différents facteurs là, qu'on explique aux gens, on essaye de maximiser la vitesse à laquelle le dossier de crédit se refait. Pour des gens qui ont des très bons revenus, c'est sûr qu'on est plus dans 1 an, 2 ans avant de rebâtir son dossier de crédit, ce qui est quand même assez rapide, même si ça apparaît 6 ans au dossier de crédit. Mais les gens qui sont travailleurs autonomes, employés à pourboire ou qui sont très instables dans leurs emplois, mais là, des fois, c'est plus long. Ça peut être 3-4 ans avant de rebâtir leur dossier de crédit. Mais essentiellement, la durée de la faillite, c'est 9 mois, 21 mois, dépendamment des revenus pour une première faillite, 24-36 mois pour une deuxième faillite. Ça, c'est la durée pendant laquelle on est sous une espèce de tutelle financière, qu'on a des comptes à rendre au syndic et que on a des paiements à faire. Okay. Donc, ça dépend du nombre de faillites, des revenus qu'on gagne et du nombre de personnes dans l'unité familiale. Ça doit être particulier quand une personne comme ça retombe après ça dans le cycle et se retrouve dans la même situation une deuxième fois. Ça veut dire que cette fois-ci, on vient de changer avec une deuxième faillite. Mais là, le lien de confiance qu'on avait initialement doit être très difficile à rebâtir, là. Ben, ça va dépendre vraiment des contextes. Souvent, je vous dirais que dans la majorité des cas, les gens qui font une deuxième ou plus faillite dans leur vie, c'est une très c'est une infime minorité, là. C'est peut-être une infime minorité. C'est peut-être un 12 à 10 à 12% de la population qui n'est pas à sa première faillite, donc c'est quand même pas la majorité. Mais souvent, c'est des raisons différentes. Donc, par exemple, la première faillite peut être erreur de jeunesse, exemple, endettement trop rapide, c'est des choses comme ça. Et la deuxième, mais ça peut être dû à une séparation, mauvaise planification, pas de compte coussin. Donc, des fois perte d'emploi, des fois maladie. C'est quand même assez rare que c'est la même raison. Les gens que c'est la même raison, la première et la deuxième, sont souvent enclins à en faire une troisième aussi, malheureusement. OK. C'est un cycle à ce moment-là pour ces gens-là. C'est intéressant, par exemple, c'est qu'on voit que la vie évolue, puis on perd des choses de vue peut-être de temps à autre, et ça fait partie de la vie, effectivement. Oui, puis il y a des gens qui vont faire une première faillite à 25 ans, puis que le prochain problème financier qu'ils vont venir nous voir, ils en ont 55 aussi. Hein, fait que dans une vie sur 30 ans, il s'en passe des choses. Pierre-Paul, est-ce qu'on redonne les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher? Oui, donc les gens peuvent nous joindre 1-844-LACASSE, lacassesyndic.com, notre site Internet, ou aller voir notre Facebook, LACASSE et Associés. Les gens peuvent nous poser des questions, nous envoyer des messages et nous demander évidemment des rencontres. On se déplace là un peu partout en région, Val-d'Or, Amos, La-Sarre, Ville-Marie, et évidemment, on est basé à Rouyn-Noranda. C'est important de le noter, là, le service est régional ici et c'est un excellent service, soit dit en passant. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Merci, Denis.